10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Ce week-end va laisser des traces. Et les amis, c'est l'heure du récap. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On enchaîne sur la chaîne en ce moment. C'est programme costaud en 2025. Et cette preview de vendredi s'est transformée en un débrief du dimanche soir, un massacre. On est de retour pour parler notamment de ça, mais de 9 autres choses dans votre récap du week-end. Je précise aussi pour dire que s'il y a beaucoup d'activités sur la chaîne, il y a aussi eu l'autre jour, pour ceux qui l'ont raté, un podcast exclusif. Toutes mes vidéos, elles sont disponibles en format audio et on a fait l'autre jour avec Stan une version, un podcast 24 de moins de 24, les 24 under 24, 1h10 d'analyse des meilleurs jeunes de moins de 24 ans et il y a la partie 2 qui arrive vendredi prochain. Voilà, petit moment pub. On est parti les amis, Super Classico, le jour d'après, Classico de Supercopa. Et au lendemain de ce match, certes, le Real Madrid a encore 5 points d'avance sur le FC Barcelone en Liga, ça n'a pas bougé, mais l'écart collectif, il est colossal, il a été prouvé grand, et il est dans l'autre sens. Parce que ce jeu d'association néo-galactique dont on parlait dans la preview, les combinaisons à 2, 3, 4 même, elles vont continuer de rapporter des buts, elles vont continuer de rapporter de grosses occasions, mais contre les gros, comme on l'a vu contre le Barça hier, à défendre à 6 sur certaines séquences comme ça, ce sera trop peu. Collectivement, ce qui a été proposé, ce sera trop peu. Et Lucas Vázquez, en tant que latéral droit, ça ne peut pas durer jusqu'à la fin de saison. Donc, à la fois sur le changement d'animation collective, est-ce qu'il y a un des offensifs qui doit sauter pour densifier un petit peu l'entrejeu? Dans les matchs de haut calibre, en tout cas, ça semble être une priorité. Au mercato hivernal, est-ce qu'un Lucas Vázquez l'a battu comme il l'avait été par Kyle Larin au second poteau, dans la profondeur par Lewandowski sur le Classico d'octobre, par Rafinha dans cette même profondeur pour le but du 4-0 à l'époque? Qu'est-ce que le Real doit faire, à la fois sur sa formule collective et sur ce mercato hivernal, recruter peut-être un défenseur droit? Il y a beaucoup de travail, alors que pour le Barça, ça ressemble à un moment pivot. Ce Barça qui avait battu le Real 4-0, c'est pas une équipe qui perd 3-1 contre l'AC Milan en Champions, qui s'incline 2-0 contre Liverpool dans un match où le Real honnêtement a très peu existé. L'Athletic Bilbao une défaite aussi, et la réalité c'est que le Real a pris un seul point sur 9 possibles contre les autres membres du top 4. C'était contre l'Atlético Madrid début de saison, sinon donc défaite contre le Barça, défaite contre Bilbao, et contre Liverpool, contre Real, contre des grosses adversités. C'est compliqué pour ce Real-là. Pour le Barça, à l'inverse, ouais, c'est vrai, Google a sorti les feux d'artifice, ça ressemble à un moment tournant. Le premier titre de l'ère Hansi Flick, et les choses qui vont commencer à devenir sérieuses pour un club donc qui a emporté les 2 derniers classicos confondus, 9-2 pour la meilleure attaque des 5 championnats majeurs, comme on le disait, et même voilà, 2e en Ligue des Champions, juste derrière Liverpool. En Liga, 5 longueurs de retard, 6 sur l'Atlético Madrid. C'est un écart substantiel, mais c'est pas le bout du monde non plus à 19 journées, pile à mi-parcours, avec une différence de but légèrement supérieure aussi. Ouais, tout est encore possible. Et quoi, Rafinha est toujours en feu, Lamine Yamal, l'enfant béni, est toujours stratosphérique, l'horloger Pedri est toujours aussi somptueux et en contrôle du tempo du match, et Dani Olmo en plus a été réenregistré. Donc, il y a beaucoup de raisons d'être optimiste pour ce Barça-là. Il y a 2-3 mauvaises nouvelles quand même, c'est vrai. Il y a la blessure d'Inigo Martinez hier soir. 5 semaines, ça a été confirmé ce matin, 5 semaines d'absence en raison du fait qu'il était touché à la cheville, si je ne dis pas de bêtises. Et on a aussi des rumeurs selon lesquelles Ronald Araujo voudrait partir rejoindre à la Juve peut-être, qui a besoin d'un défenseur central avec la grosse blessure de Bremer. Et si Inigo est absent et Araujo part, il va y avoir un petit trou derrière et qui va être difficile à combler pour le Barça. Mais bon, tout ça c'est encore à confirmer. Je ne suis pas sûr qu'ils acceptent le départ d'Araujo cet hiver, et même il faudrait mettre un gros chèque pour le prendre. Mais bon, 2025 dans l'ensemble, ouais, démarre plutôt bien pour le Barça. Et alors que pour le Real Madrid, comme on le disait hier, il y a beaucoup de choses à revoir sur les prochaines semaines pour être compétitif au moment où ça compte, à l'approche du printemps. Ce week-end donc va laisser des traces. En Espagne, c'était l'autre événement du week-end, bien sûr, et il a eu beaucoup moins de lumière, mais l'Atleti force 14,
Grâce à un petit but de Julián Alvarez, l'Atlético Madrid l'emporte 1-0 contre Osasuna, enregistre une 14e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues, et devient donc le leader de Liga avec un point de plus que le Real. C'est une équipe qui est assez intéressante, je la trouve pas spectaculaire absolument dans son jeu, mais ses forces sont fortes. On a vu contre Osasuna les projections de Giuliano Simeone sur son côté, la force que l'Atlético Madrid a en transition offensive, une vraie équipe de transition. Il y a aussi de la contre-pression. Hop, là, un ballon gagné haut, pareil, Giuliano Simeone, l'activité de Nahuel Molina aussi. Il y a beaucoup d'activité et d'agressivité chez cet Atlético Madrid. Et à la fin, il y a aussi des mouvements très très tranchants et pertinents, intelligents de Julián Alvarez. Là, dans le dos, il est servi par-dessus par Rodrigo de Paul. Il a raté pas mal de grosses occasions, mais l'Atlético Madrid s'est procuré pas mal d'occasions dans ce match. Et il tape super bien les coups de pied arrêtés aussi. Petite combinaison très très bien sentie. Appui Grisou, Rodrigo de Paul. Second poteau, l'anglais avec un jeu de bloc NBA à plonger. Remet en retrait pour Julián Alvarez qui finit 1-0. C'est son 8e but de la saison en Liga, si je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, ouais, comme on a dit, au classement, l'Atlético Madrid est vraiment pas mal. Ils sont, hop, tout en haut, avec un point de plus. Et ils vont pouvoir rêver du titre. Il y a de gros matchs qui arrivent pour eux. Mais ouais, c'est un sacré Atlético en Liga. Et s'ils continuent comme ça, il va falloir qu'on leur consacre une vidéo entière. Parce que 14 victoires d'affilée, c'est un record pour l'Atleti. Ils ne l'avaient jamais fait de leur histoire. Toutes compétitions confondues. C'est sacrément fort. Mais l'autre choc du week-end, c'était pas vraiment Atlético Madrid-Osasuna, bien sûr. C'était Arsenal-Manchester United. C'était le choc de ce 3e tour de Cup. Et c'est Manchester United qui l'a emporté au tir au but. Ils avaient ouvert le score 52e sur un rush de Garnacho, petite erreur de Gabriel. Garnacho qui pique dans la profondeur et qui transmet super bien à Bruno Fernandes qui est arrivé autre côté, qui finit magnifiquement en pleine lucarne, dans la lucarne de Raya. Belle projection de cette United d'Amorim. Derrière, Arsenal, assez peu inspiré, va réussir quand même à revenir dans le match. Et typiquement, le manque d'inspiration, c'était sur le jeu positionnel. Je vois un Merino qui tente d'alerter Martinelli, mais c'est facilement coupé par Dalot. Il pousse un petit peu trop loin. Et ce livre, il n'y a pas beaucoup de contact, honnêtement, avec Mikel Merino. Mais c'est un tacle où il ne touche pas le ballon. Et il était déjà averti. Merino en tire le maximum. Et United donc se retrouve à 10 pendant une demi-heure. Une demi-heure de temps réglementaire. En plus, un peu comme le Real hier sur le carton rouge de Chesney. Arsenal marque directement sur le coup franc du carton rouge. Centre repoussé par Bayindir sur la tête de Saliba. Mais nous surtout n'arrive pas trop à dégager. Et Gabriel reprend pied gauche. Magnifique finition. Mais une vraie erreur de Bayindir sur le dégagement au point. Il se rattrape pas mal. Ça a été un petit peu l'histoire de ce match. Autant Gabriel là se rattrape par rapport à tout à l'heure quand il a été pris par Garnacho sur la transition. Autant Bayindir, il a fait plutôt amende honorable parce qu'il est devenu le héros de la soirée. En repoussant d'ailleurs dans le temps réglementaire déjà, je veux dire, le penalty de Martin Odegaard en se détendant super bien. C'est un vrai bel arrêt. Ensuite, il en a eu quelques autres avant la séance de tir au but, comme cette tête par exemple de Declan Rice qui met par-dessus la barre. Et enfin, il y a le seul penalty qui a été raté sur la séance, qui a été stoppé, même il faut le dire, par Bayindir, parce que non seulement il se détend bien à ras du poteau, un petit peu comme la frappe de Martin Odegaard tout à l'heure, mais en plus, j'ai décortiqué le penalty, et Havertz, il le tire de manière interactive. Il prend l'information et il voit que Bayindir part sur la gauche d'Havertz, sur la droite de Bayindir, mais en fait, c'était un piège. Bayindir, une fois qu'il voit qu'Havertz prend cette information, hop, il stoppe son impulsion, Havertz croise, et là, il se détend de l'autre côté. Et franchement, pour aller la chercher là, au moment où le pied d'Havertz entre en contact, le fait d'avoir joué ce piège comme ça pour Bayindir, il prend son impulsion de l'autre moitié du but. Il a encore plus que la moitié du but à aller couvrir pour la sortir, parce qu'elle est placée. Elle manque de force, mais elle est placée. Il va se détendre magnifiquement. Franchement, c'est top arrêt. Donc ouais, il s'est bien rattrapé. Il est devenu le héros de la soirée. Et ça fait un 3e match consécutif sans victoire pour Arsenal. Ça fait qu'ils sont éliminés quasiment des 2 coupes, de la FA Cup, ouais, et de la League Cup. Il va falloir renverser Newcastle à St. James Park dans à peu près 3 semaines. Ça va pas être facile. Ils ont perdu le match aller 2-0. Surtout,
ça a été le match des problèmes pour Kai Havertz. Encore le manque d'efficacité offensive. Il y a le penalty raté de la séance de tir au but, mais il a une très très grosse occasion là, 54e. Il la met à côté. Celle-là, encore pire, à la 88e. Il est à 3-4 mètres du but et il y a toute la cage ouverte. Il a réussi à la mettre par-dessus. Difficile pour lui. Mikel Arteta, la réaction dit beaucoup de choses. Et ouais, c'est juste un Kai Havertz qui est en gros manque de confiance en ce moment. Ce qui est d'autant plus problématique pour Arsenal qu'ils ont perdu Gabriel Jesus sur blessure. Hier, il est sorti à la 40e minute de jeu. Hop, on le voit ici, sur civière. Lui est pas là. Bukayo Saka, bien sûr, va rater les 2 prochains mois de compétition. Et un Kai Havertz en grande méforme, ça fait un vrai manque, un vrai chantier offensif à gérer pour Mikel Arteta. Après, sur les autres trucs, vous avez vu quelques images passer, des choses que j'avais envie de souligner hier. Je trouvais que Matthijs de Ligt, qui avait fait la petite main l'autre jour, là, il a fait un très bon match. 2 interventions décisives dans le extra time en prolongation, là, sur cette frappe de Rice, pour un magnifique bloc. Et ensuite, sur le petit centre en retraite de Kai Havertz pour Trossard, son retour là sur la ligne pour la sortir, alors qu'il a un vrai temps de retard au moment où Havertz est servi. Donc il doit sprinter, revenir avec beaucoup de force et même de justesse technique pour ne pas la mettre dans son propre but. Magnifique intervention. Et c'est pas mal son entrée aussi. À un moment, il passe un double petit pont sur Saliba là. J'ai bien vibré devant ma télé, franchement. J'ai passé un bon petit dimanche après-midi, fin d'après-midi là, avant le gros match de la soirée. C'était cool. Et cet United de Ruben Amorim, donc, enchaîne un deuxième match plutôt convaincant après avoir tenu tête à Liverpool à Anfield. Voilà, ils tiennent tête à Arsenal à l'Emirates et se qualifient pour le prochain tour. Il y a de quoi être plutôt content. Maintenant, ils ont Southampton en face pour prendre des points, alors que Arsenal, cette semaine, un gros choc jeudi, le derby du nord de Londres contre Tottenham. Après 3 matchs d'affilée sans victoire, ça va être costaud. Très très intéressant les prochaines rencontres qui arrivent des 2 côtés. Et donc ça, c'était pour nos amis Arsenal et Manchester United. Mais il y avait d'autres trucs sympas en FA Cup aussi. J'ai regardé tous les résumés, j'ai vu un petit peu de Newcastle live aussi. Newcastle justement qui s'est fait un petit peu peur contre Bromley. Grosse erreur de Louis Smiley qui perd son duel et Bromley ouvre le score frappe extérieure. Mais Louis Smiley qui était titulaire et Eddie Howe avait bien fait tourner son 11. Il y avait quasiment que des remplaçants au coup d'envoi, par peut-être un Joe Linton si je me souviens bien. Mais Louis Smiley, le petit prodige de 18 ans, le vrai prospect de Newcastle, il s'est bien racheté, passe en profondeur pour Osula, le sub d'Isak qui a assez peu joué pour l'instant. C'est vraiment... Isak, c'est le joueur le plus important de Newcastle s'il se blesse. Il n'y a pas vraiment de profondeur, mais Osula là, a fait un bon match contre Bromley. Il est lancé par Louis Smiley, il bat le gardien, il le dribble, ça revient dans les pieds de Louis Smiley qui déclenche l'extérieur de surface, frappe tellement pure, puissante. Donc ouais, Miley, à suivre, c'est cool qu'il y ait ces rencontres pour donner un petit peu du temps de jeu à l'équipe B de Newcastle, comme ils n'ont pas d'Europe en plus. Ils vont peut-être aller jouer une finale de League Cup pour gagner un premier titre depuis très longtemps. Et même en FA Cup, poursuivre un petit peu leur aventure. C'est assez cool. Et ça fait donc je dis pas de bêtises, 8e victoire d'affilée pour Newcastle, qui maintenant va jouer Wolves, Bournemouth, Southampton, Fulham, avant la demi-finale retour de League Cup à St James Park, donc comme on disait, contre Arsenal. Autre match qui m'intéressait plutôt... Ah ouais, et j'ai oublié de dire qu'Osula a marqué un but aussi. Le but du 3-1, sur un débordement côté droit, là, frappe puissante, pied gauche. Donc ouais, Osula, son premier but avec Newcastle, si je dis pas de bêtises, pour le remplaçant d'Isak qui voit assez peu la pelouse en temps normal. Ouais, frappe très puissante, magnifique. Il y avait aussi Manchester City qui jouait contre Salford, un club du coin. Je crois que Giggs est assistant là-bas. Et Doku a été en grande forme. Elle a marqué 2 buts, une passe décisive. Makati, le petit Makati, a planté un triplé. Bon, ils ont gagné 8-0. Pas difficile pour City. Mais ouais, Makati, pas mal pour se mettre en évidence. Et il y a des bruits de couloir comme quoi, peut-être la Bundesliga sur ce mercato hivernal. C'est ce que Fabrizio Romano a dit il y a quelques heures en tout cas. Leverkusen, Mainz, Leipzig, Dortmund, Stuttgart, clubs européens qui prétendent à l'Europe, sont très intéressés pour accueillir Makati. J'imagine en prêt quand même. Mais ouais, intéressant. Le petit James. Et l'autre rencontre, il y en avait, Chelsea a gagné 5-0, il y a Bournemouth 5-1 contre West Brom, c'était pas mal. Mais l'autre rencontre qui m'intéressait un peu, Liverpool, avec quelques jeunes. Bon, il n'est pas si jeune que ça, mais Alexander-Arnold
Il a percé la cage extérieur de surface à 20 mètres d'une frappe surpuissante. Chiesa aussi en marquant son premier but pour les Reds, un moment important. Mais c'est surtout le petit, comment il s'appelle déjà, Jadon Dance, c'est ça? Jadon Dance, c'est ça exactement, qui récupère un ballon haut, perce et servi le rebond après la frappe de Chiesa pour marquer. Il a 18 ans, Jadon Dance, et il avait déjà marqué un doublé en League Cup l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou en FA Cup peut-être contre Southampton. Mais très peu de temps de jeu pour lui, je sais pas si c'est un vrai talent, mais disons on va continuer d'avoir juste un petit œil sur Jadon Dance. Et au prochain tour, il va y avoir quelques rencontres. Prochain tour, c'est l'équivalent des 16e de finale en FA Cup. Il y a 3 ou 4 matchs de Premier League contre Premier League. United va jouer Leicester. On a Brighton-Chelsea. Ça, c'est le plus gros match, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Everton-Bournemouth et Villa-Tottenham aussi. Ouais. Petite rencontre sympa. Liverpool, de leur côté, ce sera Plymouth, qui ont sorti un club de Premier League. Et je ne me souviens plus qui c'est. Brentford, je crois. Ouais. Voilà. Newcastle contre Birmingham, une des 3. Voilà pour la FA Cup. Mais peut-être le plus important en ce moment, c'est ce qui va rythmer un petit peu notre semaine, c'est le mercato qui s'emballe. Mercato hivernal, boum, c'est sorti. Lundi décisif pour le transfert de Kvara au PSG, ça se confirme pour Hrvička Kvaratskhelia, désormais tout proche du Paris Saint-Germain. Si ça se fait, on va en faire une vidéo dédiée, parce que ce serait le gros move du mercato hivernal pour l'instant. Mais il y en a d'autres aussi. Marmouche, alors peut-être léger coup de frein récemment, mais je pense que ça a de bonnes chances de se faire. City qui cherche à attaquer fort. Ça parle de Roussanov aussi de Lens, et peut-être Marmouche maintenant. Ils veulent se renforcer pour être, avoir plus de munitions sur la seconde partie de saison. Ils sont un petit peu démunis. Ils vont perdre Kyle Walker. Je pense que ça leur va plutôt, mais Walker qui a demandé à partir, peut-être l'AC Milan, ce qui serait quand même un gros move et la fin d'une ère quand même pour City. Et quelques autres rumeurs récentes. Renato Vega de Chelsea est peut-être vendu cette fois même à Dortmund directement. En Ligue 1, Mika Biret, un autre attaquant nordique danois qui vient de Sturm Graz où il a pas mal planté cette saison. 11 buts en 16 journées de championnat autrichien, 2 buts en Champions aussi. Voilà, un destin à la Rasmus Højlund pour Mika Biret, on verra. Mais grosse prise de l'AS Monaco. Et ouais, ça a bougé un petit peu ailleurs en Ligue 1 avec Cacré qui quitte l'OL, qui va à Côme. Et on a Enzo Lefebvre prêté à Sunderland en provenance de l'AS Roma. Sunderland, c'est costaud. Il fait un gros recrutement. Je pense que ce serait peut-être prêt avec option d'achat autour d'une 20aine de millions. Ils ont le frère de Jude qui est en train de bien marcher en ce moment, Job. Et ils sont 4e de Championship, mine de rien. Donc un Sunderland qui retrouve l'élite et qui va en tout cas se battre pour, avec Régis Lebris, avec c'est Kylian Louis-Dreyfus, le propriétaire. C'est un projet assez funky à Sunderland. Mais ça pourrait être une histoire à suivre saison prochaine. Et en tout cas, ils ont l'air de bien s'activer. Sur ce mercato hivernal, on va continuer à parler de mercato. Et il y a beaucoup de mouvements ici et là. Et de grosses rumeurs qui sont en train de sortir. Mon 6e point... l'écran a sauté peut-être. Mais le 6e point, c'est un petit point Ligue 1. Le Paris Saint-Germain déjà qui enchaîne. Avec une top percée d'Ousmane Dembélé, plante le but du 1-0, il a transformé un penalty aussi, penalty provoqué par Achraf Hakimi, toujours un gros Hakimi avec le brassard, beaucoup de volume sur son flanc, grosse activité, mais il fait toujours une aussi bonne saison. Barcola par contre lui a raté un face-à-face, en ce moment gros manque de confiance pour Bradley, mais la bonne nouvelle de ce match, c'était vraiment la performance de Seny Mayulu, en tant que milieu offensif, un peu relayeur gauche. Il a été très bon, 4 dribbles réussis, le record du match, beaucoup de qualité technique, une top première mi-temps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Paris. Seny Mayulu, on entend parler depuis un petit moment, il a eu du temps de jeu ici et là, mais là, vraiment, un match pour se distinguer, au point où je me dis, si Kvara vient effectivement, est-ce que ça contribuerait à recentrer un petit peu Désiré Doué dans une position de milieu offensif central, un peu celle qu'occupait Mayulu sur ce match-là, et du coup limiter les minutes de Mayulu? À voir, mais il y a du talent au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain, c'est là où ils sont plutôt fournis, avec João Neves, avec Vitinha, avec Zaïre Emery, c'est déjà un beau trident, Désiré Doué, maintenant Mayulu, il y a Kang In Lee, il y a Fabien Ruiz qu'on voit sur cette action, donc il y a beaucoup de minutes, et peut-être
pas tant que ça pour Seny Mayulu, mais s'il continue à montrer de belles performances de ce type, il peut entrer dans la rotation. En tout cas, intéressant. Et en tout cas, bonne série pour le Paris Saint-Germain, qui continue de gagner. Quelques jours, 9 jours avant son gros choc de mercredi contre Manchester City. J'ai tellement hâte de ça. Mais ça fait plaisir pour eux, en tout cas, ils sont sur une bonne série. Et c'est aussi le cas de l'Olympique de Marseille, superbe victoire à Rennes 2-1 en déplacement, le but de l'égalisation il est violent, magnifique. Très très bel enchaînement. Greenwood qui se retrouve à la conclusion. Il a été passeur décisif aussi, il est le co-meilleur buteur de Ligue 1 maintenant avec Joe David avec 11 buts. Ouais, très très gros début de saison pour Greenwood. Et j'avais envie de mettre un mot aussi pour Geronimo Rulli qui a stoppé un penalty. Son 3e penalty, son 3e arrêt cette saison. Et il est tellement fort sur sa ligne, il est tellement décisif. Et au classement, Marseille l'en remercie parce qu'ils sont très très bien aussi. 36 points, à 7 longueurs seulement, entre guillemets, du Paris Saint-Germain, même si la différence de but est bien inférieure aussi. Mais c'est assez nettement Marseille cette saison, la 2e meilleure équipe de France. 5 points d'avance sur l'AS Monaco, 9 buts de plus, sont très très bien. Et ceux qui sont pas mal aussi, c'est Nice, qui viennent de prendre 10 points sur 12 possibles. Ils profitent de Monaco, qui en a pris que 2 sur les 9 derniers, pour recoller. Maintenant, Nice est qu'à un petit point du podium, même 6 points entre guillemets de l'OM. Mais ouais, à surveiller aussi les amis niçois. Et voilà pour notre petit point Ligue 1, Geronimo Rulli, qui aurait pu être un mousquetaire s'il n'avait pas été cité déjà. Je vais parler un petit peu de Serie A, parce que Naples a repris son fauteuil de leader. Zambo, avec un bâton de dynamite à la place du pied gauche contre Vérone. Magnifique le but du 2-0. 4 tirs encore pour notre ami écossais Scott McTominay. On disait c'est le joueur avec le plus de tirs à part Kfara, même plus que Romelu Lukaku, plus de tirs par match de Naples. Et dans ce rôle de rôdeur là, il n'a pas marqué, mais il a beaucoup provoqué. Et Naples donc retrouve le sommet de la Serie A. Ils ont 4 points de plus que l'Inter, mais avec 2 matchs en plus. Donc ils peuvent repasser derrière, mais ils ont 5 longueurs de plus que l'Atalanta avec un match en plus. Ils ont 11 points de plus que la Lazio à égalité de match. Ça sent très très bon pour Naples qui devrait finir top 3 minimum et va clairement aller batailler pour chercher le titre. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à Naples. À Turin, parce que c'était le derby de Turin, Juve contre Torino, ça a beaucoup chauffé entre Paolo Vanoli et Thiago Motta. Les deux ont été expulsés. Mais la plus grosse étincelle du match, c'était ça. C'était Kenan Yildiz. Le but de l'ouverture du score était hardcore, si vous n'avez pas vu la vidéo. Violent, la prise de balle dans le sens du jeu, le double contact pour passer son vis-à-vis extérieur de surface, et après il ouvre pied gauche, magnifique, pour battre Vanja Milinkovic-Savic, poteau fermé. Ouais, côté fermé, magnifique but, frappe pied gauche, quel joueur. Et s'il continue à montrer aussi autant de talent, il sera absolument titulaire tous les jours, il va faire partie des cracks de la saison. Quel joueur. Ça c'est Kenan Yildiz, ça c'est la Juve. En Serie A, l'Inter l'a aussi emporté contre Venise 1-0, un but de Darmian. Et l'AC Milan, par contre, de Sergio Conceição, nul contre Cagliari, a buté contre Cagliari. Et donc, premier match de Serie A pour Sergio Conceição, pardon. Et premier nul. Pas de victoire pour enchaîner après la belle Supercoupe. Mais on va continuer d'étudier cet AC Milan. Ils ont un très très gros match, déjà contre Côme. Un match super intéressant, contre un Côme intéressant. Mais après, samedi 18h, contre la Juve. Semaine importante pour Conceição et ses hommes. Et on verra un petit peu mieux à quoi ressemble ce nouvel AC Milan dans quelques jours. Ça, c'est pour la Serie A. Ouais, Paris accélère, ça on l'a dit. C'est pas exactement ça. Paris, ça c'est la Bundesliga. Et d'abord, Kane qui veut son titre. Il y a un truc qui m'a choqué en revoyant le résumé du Bayern. C'est à quel point les visages ont changé. À quel point j'ai l'impression que les hommes de compagnie ils sont vraiment passés en mode gagne. Contre Gladbach, en déplacement, c'était pas un match facile. Penalty arraché par Michael Olise à la 66e minute. Il est transformé par Kane. Et sur le visage de Kane, alors que d'habitude, je vois un Kane en Bundesliga qui a le grand sourire parce qu'il est en train de marquer son 3e but du match à chaque fois. Là, je vois beaucoup de rage, de détermination. C'est un Kane en recherche du premier trophée de sa carrière. J'ai vu Michael Olise aussi, la célébration au moment où il gagne son penalty. J'ai vu la célébration de tout le monde au moment du coup de sifflet final. J'ai la sensation que Kompany est en train de réussir son pari et de transmettre une mentalité de gagne. Il y a pas mal de joueurs qui l'ont au Bayern, mais il y en a d'autres moins, en vrai.
Il y a un secteur offensif qui a été quand même pas mal renouvelé sur les dernières années, quant à Kane et Olise qui sont tes 2 meilleurs joueurs offensifs. Donc très très intéressant ce qui est en train de se passer du côté du Bayern. Là aussi, je pense qu'il va falloir. Il faudra qu'on fasse un petit tour approfondi sur ce qu'ils font, peut-être à l'occasion d'un gros match de Champions ou quoi. Parce qu'attention au Bayern, je pense qu'ils avancent un peu masqués, mais et ils ont encore un petit peu de travail à faire pour la qualif en Champions aussi. Mais ouais, attention, ça pourrait bien tourner. Et en tout cas, au classement, ils continuent de garder une petite avance. Deuxième rencontre, deuxième victoire d'affilée et 4 points d'avance sur les Leverkusen. Ils lâchent pas. Et reconquérir leur titre pour l'équipe qui est la meilleure attaque et la meilleure défense de Bundesliga, c'est bien sûr la priorité. Mais ouais, ils sont pas trop mal partis pour le faire. Et j'ai vu aussi que Manuel Neuer va prolonger. Si on doit continuer sur les news Bayern, prolongation d'1 an jusqu'en 2026 est quasiment déjà bouclée pour Neuer au Bayern. Après, en Bundesliga, il s'est passé pas mal de choses. Ça, c'est Dortmund-Leverkusen. C'était le gros match de vendredi soir, si je dis pas de bêtises. Ça finit 3-2 pour Leverkusen à Dortmund. Nathan Tella avait ouvert le score au bout de 27 secondes. Patrick Schick marque le 2-0 sur un débordement d'Hincapié qui jouait latéral gauche dans un 4-4-2. Grosse poussée de Piero Hincapié. Il le sert second poteau, au point de pénalty plutôt, et il transforme. Le pied ouvert, c'est son premier but du match. Il en plante un deuxième 10 minutes plus tard. Ça fait 11 buts pour Patrick Schick en Bundesliga cette saison, avec, regardez le temps de jeu, 39% des minutes jouées. Ça fait 11 buts pour Patrick Schick sur ses 6 derniers matchs de Bundesliga, sur ses 5 dernières titularisations. Il n'était pas titulaire contre Augsbourg. Donc il est vraiment en feu. Cette boulie de Schick, de Benjamin Šeško et de Xavi Simons, les 3 S, parce que Šeško, il a envoyé, je sais pas comment on peut caractériser cette frappe, un coup de marteau, une foudre dans la lucarne du gardien du Werder. Incroyable frappe qui a fini là. On dirait un but de manga. Elle est violente, la frappe de Benjamin Šeško. Et Xavi Simons, pour son retour, ça lui fait beaucoup de bien. Il revenait de blessure, longue blessure. Il a planté un doublé. 2 magnifiques buts, celui-ci. Et surtout une percée là pour le but du 2-1. Splendide, il est parti de sa moitié de terrain. Il bat 2 joueurs, finit avec une belle frappe. Elle est légèrement déviée, mais quand même. Gros match de Xavi Simons pour son retour. Et alors que j'étais en train un petit peu de le snobber dans la conversation 24 U24, je suis en train de préparer la deuxième partie du podcast là pour jeudi, notre tournage. Il va peut-être falloir que je lui retrouve une place. C'est intéressant la saison de Xavi Simons. Après le gros moment de lumière qu'il a vécu il n'y a pas longtemps, ça avait un petit peu rebaissé. En plus, c'est la blessure. Mais là, peut-être il peut repartir très fort. Et Leipzig va avoir besoin de lui, comme Francfort va avoir besoin d'un meilleur Hugo Ekitike, surtout si Marmouche s'en va. Parce que Ekitike, il avait bien démarré, mais ce raté contre Sankt Pauli, là, ça, c'était pas ouf. Heureusement, Marmouche, lui, a fini. Magnifique enchaînement, 32e minute, le seul but du match. Lui, sur la pelouse de Sankt Pauli, son ancien club, il s'excuse avant peut-être donc de rejoindre City. Ça, on en saura plus dans quelques heures. Mais ça, c'est tout ce qui s'est passé de plus en Bundesliga. Kane veut son titre. Simons, Šeško, Schick. C'est de le dire 10 fois le plus vite possible. Simons, Šeško, Schick. Et cette semaine, il y a des gros matchs. En vrai, c'est une très belle semaine. Retour de la Première Ligue, déjà, ça fait kiffer. Avec, je sais pas, genre Chelsea-Bournemouth, c'est sympa. Hein. Attention au Bournemouth, de Semenyo, d'Evan Nilsson, de tous les autres. Ils sont vraiment pas mal, Bournemouth. Il y a Forest-Liverpool, ça c'est un sacré match. Forest qui est quoi, du coup, qui doit être le dauphin de Liverpool, à l'heure où on se parle. Non, 3e, Arsenal est repassé devant à la différence de but, c'est ça. Mais ouais, Liverpool 46 points, Nottingham Forest 3e avec 40 points. C'est un choc au sommet du classement. En Serie A, il y a des matchs en retard, comme on a dit, comme Milan, mais il y a aussi Atalanta-Juve, vraiment sympa. Il y a Leverkusen-Mayence. Mayence, on va en parler très vite. Mayence qui continue de gagner. Ça aussi, c'est un gros match en Bundesliga. Et après, c'est mercredi où on a Arsenal. Ah, c'est mercredi en plus où on a Arsenal-Tottenham. C'est pas jeudi, pardon. Mercredi, Arsenal-Tottenham, 21h. Newcastle pour essayer d'enchaîner une 9e victoire d'affilée contre les Wolves, continuer de grimper au classement. L'Inter qui a son match en retard contre Bologne.
Et ouais, le Bayern, par exemple, qui joue mercredi soir. Voilà, grosso modo, je pense. Ah, on a de la Coupe de France aussi, ici et là. Mais voilà, ça, c'est pour moi les choses les plus intéressantes de la semaine. On peut ajouter la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, avec le Real qui joue le Celta Vigo de Claudio Giraldez, dont on parlait l'autre jour. Ouais, match plutôt intéressant. 21h30, ça fait un peu tard. Peut-être on en parlera vendredi. Et après le reste, c'est pour le week-end prochain. Mais ouais, vraiment, je trouve belle semaine, sans compter le mercato hivernal qui forcément va s'emballer. Il reste pour boucler le surnom et mes mousquetaires. 3 mousquetaires, comme d'habitude. Le premier que j'ai choisi, c'est un mousquetaire vraiment pour la première marche du podium, parce qu'il n'a pas fait un gros week-end, mais juste il est en train de revenir, je trouve, de mieux en mieux. C'est David Neres, avec Naples. Un gros mouvement sur une action qui aurait pu permettre à Zambo Anguissa de doubler la mise là au bout de 6 minutes. Ça fait 4 matchs qu'il est pas mal, Neres. Il y a un match où il a marqué un but, un match une passe décisive, de la percussion sur son côté. Si Kfara effectivement s'en va, peut-être qu'il pourrait avoir encore un petit peu plus de temps de jeu. Politano, Neres, voilà, c'est pas un duo de choc forcément sur les ailes, mais s'il y a Neres qui revient bien, c'est peut-être gardons un œil sur lui. S'il peut réussir à faire une saison entière avec de la constance, il pourrait être un joueur important de Naples, surtout si Kfara s'en va. Celui que j'ai mis en deuxième, lui il est en feu par contre, vraiment en feu cette saison, c'est Jonathan Burkhardt, Johnny Burkhardt de Mayence. Mayence qui, comme on l'a dit, continue de gagner. Le Mayence de Bo Henriksen qui continue de gagner, 5e de Bundesliga. Tout le monde a gagné en haut de la Bundesliga, donc ils n'ont pas particulièrement fait une bonne opération, mais ils continuent d'être dans cette conversation de prétendant à l'Europe. Et Johnny Burkhardt, c'est 12 buts sur 15 journées de Bundesliga. Il est vraiment en feu en ce moment, il fait que marquer. Sur ses 6 derniers matchs, il a marqué 7 buts. Et ouais, même donc 12 buts en Bundesliga cette saison. Il avait fini la saison dernière, après avoir raté quasiment toute la première partie de saison. En 2024, il avait fini très fort aussi, avec 8 buts en 13 matchs de Bundesliga. Donc, grosso modo, il a fait une très belle année civile, et là, il est en train de reprendre 2025 très fort. Le petit Johnny Burkhardt, 24 ans, qui a commencé à prendre des caps des sélections avec l'Allemagne. C'est un petit peu le joueur lumière de Mayence. Donc lui, il faut garder un œil dessus. Et enfin, tout en haut de mes mousquetaires, ça c'est le doublé de Burkhardt contre Bochum ce week-end. Et mon premier mousquetaire, je vais être beau joueur. Ça m'a pas fait particulièrement plaisir ce week-end. Mais oui, Brest a battu l'OL et il faut dire Mady Camara a fait un top match. Oui, il a marqué le but de l'ouverture du score en chambrant un petit peu le parquage lyonnais, lui, l'ex-stéphanois. Je vais presque le pardonner parce que la remise pour Ajorc sur le but du 2-0, en pleine course, la talonnade comme ça, tellement bien senti la combinaison avec Ajorc qui n'est pas suivie par le reste du contingent lyonnais, mais magnifique transmission et finition. Ça c'était un geste de grande classe. On a mis Stassin l'autre jour, donc on n'est pas rancunier. On n'a pas de problème avec les Stéphanois. On a mis Stassin l'autre jour pour son enchaînement sublime. Mais ça pour moi c'était une des plus belles actions du week-end en Ligue 1 aussi. Magnifique. Et ouais, Mady Camara, je trouve, mérite d'être mousquetaire. On en a parlé un petit peu cette saison avec Brest en Champions, mais parlons-en un petit peu plus en souhaitant que les Brestois continuent de nous offrir de belles soirées, mais en Europe cette fois, plus contre l'OL, dans des grandes soirées chaudes européennes de deuxième partie de saison. Voilà, mes mousquetaires, David Neres, Johnny Burkhardt et Mady Camara. Le surnom de Rafinha, vous avez eu de très bonnes inspirations, mais la meilleure, je suis d'accord, c'était vraiment ce qui s'imposait. Le Phénix, pour celui qui est totalement en train de convaincre, de renaître. C'est plus le même Rafinha. Est-ce que c'est vraiment la même personne? On ne sait pas. Il a changé de coupe, il a changé de tout. Il est un des joueurs importants, majeurs du foot européen cette saison. Il va falloir encore continuer de montrer ça sur toute la durée pour être effectivement le prétendant Ballon d'Or, etc. Mais presque on s'en fout, on va pas commencer à parler de Ballon d'Or aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le niveau qu'il est en train de proposer, à quel point il est soluble dans le jeu d'Hansi Flick. C'est une vraie renaissance pour lui. Et c'est aussi la vitesse et le tranchant du Phénix. Un oiseau, je pense que ça va vite. Et quand il est en feu, ça fait mal, ça c'est sûr. Et Rafinha fait très mal. Donc, c'est mon Phénix.
On a le prince de Pulheim pour Florian Wirtz. La réponse, Jamal Musiala numéro 42. Le griffon, Alexis Sack, menace aérienne et au sol. L'enfant béni, Lamine Yamal. Le gladiateur Jude. Le navigateur TJ Reinders, bien sûr. L'horloger Pedri, le maître du temps. Et le phénix, Rafinha. Quel surnom est-ce que vous avez en tête pour Kenan Yildiz, qui a marqué un but somptueux? Il va faire partie des joueurs importants, je pense, de la génération future, de la next-gen, presque bientôt la génération actuelle. Qu'est-ce que vous avez en tête pour Kenan Yildiz? Mettez-moi ça en commentaire, et j'espère que ce petit récap du week-end vous a plu. Comme toujours, moi je trouve une manière sympa de lancer la semaine, de revenir tranquillement, posément, sur tout ce qui s'est produit sur les dernières 48 heures. Et de toute manière, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, parce que la semaine va être intense et chargée, je crois. Prenez soin de vous les potes, excellente semaine à tous, et on se dit à très vite.